Bienvenue dans l'arène. Aujourd'hui, on va pas effleurer le sujet, on va le défoncer. Imagine une seconde, la paix dans le monde, la fin d'une guerre sanglante, qui ne tiendrait qu'à une seule chose, que tu la fermes. Prépare-toi, parce que je vais te révéler 3 trucs. Primo, comment la Maison-Blanche a tenté de faire taire une journaliste américaine sur ordre de l'Élysée. Secondo, le chantage hallucinant qu'Emmanuel Macron aurait mis sur la table. Et le troisième, c'est une plongée dans une secte vieille de 300 ans qui explique peut-être tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour mieux comprendre le contexte, je vais te mettre l'intégralité du podcast de Candace Owens, traduit en français, à la fin de cette analyse. Alors fais-moi plaisir, abonne-toi, parce que si tu rates la bombe que je lâche dans moins de 2 minutes, tu vas passer pour la seule personne qui regarde encore les infos à la télé. Dis-moi en commentaire si t'as déjà senti qu'on te prenait pour un con à ce point, et balance cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que la politique, c'est noble. On y va. Candace Owens, une podcasteuse américaine proche de Donald Trump et connue pour pas avoir sa langue dans sa poche, termine tranquillement sa série sur les rumeurs autour de Brigitte Macron. Fin de l'histoire, pense-t-elle. Grosse erreur. Un ami l'appelle, paniqué. Message de la Maison-Blanche, faut que tu arrêtes de parler de Brigitte Macron. La demande viendrait de très haut placé, un type qui a l'oreille du président. Owens, américaine pur jus, elle répond liberté d'expression, premier amendement, et elle les envoie bouler. Tu penses que c'est déjà dingue? Reste avec moi, c'est que l'échauffement, parce que la vraie raison, elle arrive dans un deuxième appel. Accroche-toi bien, Emmanuel Macron retient les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à moins que tu ne cesses de parler de sa femme. Stop. Pause. On parle de milliers de morts, d'un continent au bord du gouffre. Et le point de blocage, le caillou dans la chaussure de la diplomatie mondiale, ce serait une podcasteuse qui pose des questions sur l'identité de la première dame française. Tu trouves ça normal, toi, qu'un chef d'État puisse, ne serait-ce qu'une seconde, lier la vie de milliers de gens à son petit confort personnel? C'est plus de l'arrogance, c'est une pathologie. Mais attends, le cirque continue. Le lendemain, Owens apprend que Donald Trump lui-même est dans la boucle. Il l'appelle en personne, et il lui raconte la scène. Macron qui le prend à part, larmoyant. « Monsieur le Président, connaissez-vous Candace Owens? Ma femme est vieille, ça l'affecte beaucoup. » Et là, Trump lâche à Candace Owens une phrase magique, une petite pépite de venin dont il a le secret. Je l'ai vue de près, elle ressemble à une femme. Tout est dit. Owens, elle, essaie de lui parler de ses découvertes, des chirurgies, du passé trouble. Mais Trump insiste. Macron a été très sympa avec moi, il a juste besoin que je fasse cette chose. En gros, sois sympa, écrase-toi, la paix du monde est en jeu. C'est ça le message, le chantage est total. Et la preuve que tout ça est vrai, c'est la panique dans le camp d'en face. L'équipe de Macron qui embauche une firme de relations publiques de crise basée aux États-Unis pour faire supprimer les vidéos de TikTok. On n'engage pas les gros bras pour traiter de la fiction. On fait ça quand on a quelque chose à cacher, quelque chose de monumental. Reste bien là, parce que maintenant, on va quitter l'Élysée pour entrer dans les sous-sols de l'histoire. Ce que Candace a déterré ensuite fait passer cette affaire pour une simple anecdote. Piquée au vif par les attaques, elle creuse. Elle tombe sur un nom, Jacob Frank, un type du XVIIIe siècle, un faux messie juif, un psychopathe qui a créé une secte, les franquistes. Et leur doctrine, c'est le fond de la poubelle de l'âme humaine. Leur croyance? Le salut vient par le péché. Pour atteindre la sainteté, il faut commettre les pires atrocités. On parle de fêtes sexuelles comme rituels religieux, d'inceste érigé en sacrement, de pédophilie comme étant le plus grand péché à commettre pour atteindre la lumière. Ça te dégoûte? C'est le but. Mais le pire, c'est leur stratégie, l'apostasie. Se convertir en masse aux religions de leurs ennemis, comme le catholicisme, pour les noyauter et les détruire de l'intérieur. Se cacher à la vue de tous. Et cette secte, tu penses qu'elle a disparu? Naïf, la fille de Jacob Frank, Ava, a continué le boulot en secret, envoyant des lettres rouges à ses disciples pour qu'ils s'infiltrent partout. Ils sont arrivés aux États-Unis et ils sont arrivés en France. Un historien sérieux, Gershom Scholem, a écrit un livre au titre sans équivoque, « Du franquisme au jacobinisme ». Il établit un lien direct. Le cousin de Jacob Frank, un certain Junius Frey, a financé une partie de la Révolution française. Tu commences à voir le tableau? Cette révolution qu'on nous vend comme le triomphe des Lumières. Et si c'était juste le premier grand coup d'une secte qui veut mettre le monde à l'envers, qui veut détruire toutes les valeurs, toutes les traditions? Et maintenant, le lien avec aujourd'hui. La boucle est bouclée. Une des croyances centrales des franquistes, c'était l'idée d'un dieu mâle-femelle. Le mélange du masculin et du féminin comme idéal divin. Ça ne te rappelle rien?
rien? Cette culture moderne sursexualisée, cette obsession pour la théorie du genre, ce mouvement transgenre poussé à l'extrême? Et si ce n'était pas juste une évolution de la société? Et si c'était l'accomplissement d'un projet théologique vieux de 300 ans? L'affaire Macron, dans cette optique, c'est juste un symptôme. La panique d'un système qui voit ses secrets les plus sombres remonter à la surface. Une bataille spirituelle se joue sous nos yeux, mais on a fait croire à la plupart des gens, les naïfs, qu'il n'y avait plus ni bien ni mal. Alors, récapitulons. 1. Macron aurait été prêt à bloquer la paix mondiale pour un scandale privé. 2. La réaction de son camp est un aveu de culpabilité. Et 3. Tout ça serait la partie émergée d'un iceberg idéologique dégueulasse et séculaire. La vraie question n'est donc plus Brigitte Macron est-elle un homme ? La vraie question est, qui sont ces gens qui dirigent le monde et qui sont prêts à risquer une guerre totale pour cacher la nature de leurs croyances? Ne bougez pas, voici tout de suite l'intégralité du document de Candace Owens, traduit en français. Vous êtes seul juge. Bon visionnage. Je dois juste dire, c'est incroyable de voir que tant de personnes dans le chat pensent que mon secret, c'est que je suis de nouveau enceinte, que ce serait quelque chose que je présenterais comme une surprise incroyable. En réalité, ce serait la chose la moins surprenante du monde. Mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est bien plus fou. Comme je l'ai dit, je garde ça pour moi depuis très longtemps, parce qu'il s'est passé quelque chose en février dernier, et j'ai été obligée de garder le secret temporairement, et je pense qu'aujourd'hui est le bon jour pour en informer le public, car cela pourrait avoir de graves répercussions à l'échelle mondiale. Alors voilà ce qui s'est passé, d'accord? Nous étions le lundi 24 février et, en début de soirée, je venais tout juste de terminer l'émission. Il était un peu plus de 17h30 pour être précis. J'ai reçu un message très étrange d'un de mes amis. Je ne vais pas identifier cet ami, mais le message disait précisément « J'ai quelque chose à te dire de la part de la Maison Blanche. Ils m'ont demandé de t'appeler. » Je ne fais que transmettre le message. Encore une fois, c'est bizarre, je ne fais que transmettre le message, comme s'ils voulaient se détacher de ce qui avait été dit, donc je me dis que ça doit être un truc louche. Et je réponds « Ouais, pas de souci. Appelle-moi. » Et donc il m'appelle, assez rapidement d'ailleurs, et il me dit « Quelqu'un de très haut placé à la Maison-Blanche m'a demandé de te demander, comme une faveur, si tu pouvais arrêter de parler de Brigitte Macron. » Genre, quoi? Pardon? Je ne plaisante pas en disant que, parmi toutes les possibilités qui me traversaient l'esprit sur le sujet de cet appel, celle-là n'en faisait absolument pas partie. Donc je dois un peu me réorienter et je dis « Quoi? De quoi tu parles? » Pour être clair, ironiquement, en tant que podcast, on venait tout juste de terminer notre série sur Brigitte Macron 4 jours plus tôt, le 20 février. C'est à ce moment-là qu'on a publié le dernier épisode, qui était l'épilogue. Donc je me dis, ça n'a pas de sens. Pourquoi je reçois cet appel maintenant? Et évidemment, je demande un peu plus d'informations. Je dis, qui t'a appelé exactement? Et mon ami me répond, c'est quelqu'un qui est à l'oreille du président. C'est quelqu'un d'important. Donc je me dis, ok, c'est peut-être la conseillère Suzy Will, je ne sais pas. Et puis je dis à mon ami, retourne voir cette personne et dis-lui simplement que j'ai dit non. C'est la liberté d'expression. C'est évidemment une histoire importante pour moi. Les implications de ce que j'ai découvert sont assez graves, donc pas question. Je raccroche, je vais dans le bureau de mon mari et je lui raconte ce qui vient de se passer, et honnêtement, je ris un peu de l'absurdité de la situation parce que je n'avais pas réfléchi plus loin à ce qui aurait pu arriver. Et puis je fais ce que je fais toujours, au cas où. J'appelle Noah, j'appelle l'avocat, et je dis, je sais que Macron, tu sais, nous envoie des courriers juridiques. Je veux juste que tu ajoutes ça au dossier. Quelqu'un à la Maison-Blanche me demande d'arrêter de parler de Brigitte Macron. Cogne. On en rit un peu, on le gère de différentes manières. Allons-nous nous attendre à ce qu'on nous livre autre chose à ma porte, une autre menace, une menace implicite de la part des Macron? Quelqu'un demande une faveur? Qui sait, qu'importe. Bref, nous dînons et je me sens un peu mal à cause de mon attitude de femme enceinte lors de l'appel téléphonique, vous savez, parce que j'étais à 8 semaines de l'accouchement. Et j'étais un peu plus sèche au téléphone que je ne l'aurais été s'il n'y avait pas, genre, un petit pied de bébé qui poussait sous mon poumon. Et cette personne a été très gentille avec moi par le passé, donc je me dis que, avant d'aller me coucher, je vais le rappeler et avoir une conversation beaucoup plus calme. Pas que j'ai été impolie, mais juste pour dire, c'est vraiment à propos de quoi, tout ça. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et non seulement ça,
Avant de rappeler cette personne, en vérifiant en ligne, je me rends compte qu'Emmanuel Macron est à Washington, D.C. Le 24 février, il est à Washington, D.C., et il avait quitté la Maison-Blanche seulement quelques heures avant que je reçoive l'appel. Bref, je suis impressionnée. Beaucoup de pensées me traversent l'esprit, je me demande vraiment de quoi il peut bien s'agir. Et quand je rappelle cette personne, elle me dit quelque chose d'encore plus étrange. Elle me dit, avec une certaine gravité dans la voix, « Écoute attentivement, je ne fais absolument que transmettre un message important ici, un message qui m'a été confié. » Ce qu'on m'a spécifiquement dit, et cela provient d'une source d'assez haut placée au sein de la prestigieuse Maison-Blanche, c'est qu'Emmanuel Macron, le président français, est en train de bloquer activement les négociations cruciales visant à mettre un terme définitif à la guerre dévastatrice qui oppose la Russie et l'Ukraine. Et cela, il le fait à moins que tu n'arrêtes immédiatement de parler publiquement de sa femme, Brigitte Macron. Et là, je me dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi on parle là? Qu'est-ce que tu veux dire par négociation entre la Russie et l'Ukraine? Je suis juste en train de creuser une histoire chez moi, tu vois. J'ai une toute petite équipe ici, et tu es en train de me dire que, d'une manière ou d'une autre, les négociations sont bloquées et qu'on doit me faire passer le message que je dois arrêter de parler de Brigitte. Qu'est-ce qu'on raconte là? Et puis je me pose la question dans ma tête, parce que je raccroche ce téléphone, je suis vraiment sous le choc. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait semblant de venir à Washington sous prétexte de négociations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puis a demandé à quelqu'un de son entourage d'avoir une discussion officieuse? Une petite réunion en douce. Peut-être quelqu'un, encore une fois, comme une cheesy wheel, à qui il aurait fait part de ses véritables exigences. Du genre, et ça, c'est juste pour les photos. Trump et moi, on a parlé de toi. On va s'en occuper. Et puis, ce qui se passe vraiment en coulisses, c'est plutôt, on ne fait rien tant que cette petite podcasteuse, Candace, n'accepte pas de la fermer. Quoi? C'est dingue. C'est complètement fou, d'accord? Donc je dis, nous termine la conversation, je dis, je vais dormir là-dessus. Ça fait beaucoup à digérer. Je me souviens, je me mets au lit et je me tourne vers mon mari en lui disant, personne ne nous croira jamais. C'est quelque chose qui m'est venu très soudainement. J'ai dit, personne ne croira jamais que ça vient d'arriver. Et mon mari me répond, oui, non. Ce qui est vraiment, vraiment étrange. Et j'ai promis à la personne que j'allais prier pour ça, que j'allais réfléchir davantage à la situation, quelles en sont les implications. Et puis je le rappelle le lendemain et je lui dis, écoute, c'est quand même bizarre. Tu dois admettre que c'est vraiment bizarre. Et tu ne me donnes pas vraiment de détails, et j'aimerais bien savoir à qui exactement tu as parlé, parce que je pense que c'est important. Est-ce que quelqu'un essaie de faire un deal en douce pendant que Trump fait un autre deal? Et à ce moment-là, il est honnête et il dit, non, TR, le président Trump était aussi au téléphone. Et je lui dis, tu te fiches de moi? Tu ne m'as pas dit ça hier? Qu'il y avait une sorte de conférence téléphonique et que le président Trump était en ligne et tu n'as même pas mentionné ça. Je lui dis, tu m'as menti hier? Tu essayais de faire croire que c'était, genre, une tierce personne? Et il dit, non, 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 je ne t'ai pas menti, je ne t'ai pas menti. Genre, j'ai reçu un appel, évidemment, en arrière-plan, Trump m'a communiqué quelque chose. Donc il était là quand l'appel a eu lieu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Alors je raccroche avec lui et je lui disais, j'ai juste besoin de temps pour digérer ce que tu me racontes. C'est tellement absurde. Comment ça a pu devenir un problème qui implique le président des États-Unis? Je fais juste une série sur mon podcast. Et puis je passe un peu en mode maman, parce que c'est mardi. Ma fille a cours de danse, je suis au ballet avec elle, et je reçois un texto de cette personne qui me dit, tu dois décrocher. Quelqu'un de la Maison-Blanche essaie de t'appeler. Et je dis, d'accord. C'est arrivé tellement vite. Je décroche, effectivement, c'est bien quelqu'un de la Maison-Blanche qui m'appelle. Ce n'est pas Donald Trump, mais c'est quelqu'un de la Maison-Blanche qui m'appelle, quelqu'un d'assez haut placé, très proche de Trump, que je ne vais pas nommer. Et cette personne, j'imagine, n'a même jamais regardé une seule minute de mon contenu. Parce que, franchement, s'il existait un guide sur la façon de ne surtout pas aborder Candace Owens quand on essaie d'obtenir quelque chose, il suivait ce guide à la lettre. Il n'aurait pas pu être plus pompeux et plus arrogant au téléphone. Et j'aimerais préciser que je suis, genre, très enceinte, donc, vous voyez, ma tolérance pour les conneries ou pour quelqu'un qui essaie de me faire du baratin, c'est vraiment limité. Elle était très basse. Et en gros, il me dit, écoutez, vous devriez le faire parce que c'est le président et qu'il vous le demande. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Faites-le.
Arrêtez juste de parler de Brigitte Macron. C'est sidérant. Quand on repense à ce niveau d'arrogance, parce qu'il vous l'a dit. C'est un ordre, donc vous devriez le faire. Et moi, tout ce à quoi je pensais dans ma tête avant de m'emporter un peu, c'était cette expression, la proximité du pouvoir peut amener certains à se bercer d'illusions en croyant qu'ils le détiennent. Tu es proche du pouvoir, tu crois que tu es maintenant Trump. Tu m'appelles. Même si tu étais Trump, ce n'est pas comme ça qu'on me parle. Et tu m'appelles en mode, c'est un ordre du président des États-Unis. Donc tu le fais sans poser de questions. N'ose même pas penser à la liberté d'expression. Qui se soucie de ce fichu premier amendement? Tu dois juste le faire, maintenant. Et moi, je dis simplement, écoute, ma fille pleure parce qu'elle n'aime pas quand je sors du cours de danse, même si elle peut me voir. Elle dit, s'il te plaît, maman, reviens. Tu me parles de façon inappropriée. Et je dis juste, je me fiche complètement de ce que tu... Je ne sais pas à qui tu penses t'adresser, mais ce n'est pas comme ça que tu vas obtenir quoi que ce soit de moi. Et je raccroche tout simplement. Je me dis, cette conversation n'a aucun intérêt. Je ne veux pas, je ne veux plus faire partie de ça. Au revoir. Je n'aime pas du tout ça. Et, la tierce personne qui lui avait parlé de la situation au départ essaie de calmer les choses et il rappelle derrière. Il se dit, non, tu sais, je ne comprends pas pourquoi on t'a parlé comme ça. Et il se dit quelque chose comme, tu sais, c'est vraiment important, et tu sais, ça compte vraiment pour le président. Et il essaie un peu de me calmer, de me dissuader de faire une bêtise à cause de la grossesse. Et je suis encore assez lucide pour savoir que Candace enceinte n'est pas toujours la Candace la plus rationnelle et qu'elle a un peu la tête brûlée. Et je décide, en parlant de cette situation avec mon mari, que je devrais aussi contacter et peut-être appeler quelqu'un qui a déjà été dans une situation similaire. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a un public plus large que moi, en gros, demander un service, parce que d'habitude, je ne lui envoie pas de message. Mais j'ai quand même contacté Tucker Carlson et je lui ai juste expliqué la situation en lui disant « Écoute, c'est vraiment bizarre. Tu sais que je ne te demande jamais de conseils, mais là j'aurais vraiment besoin d'un avis, parce que tu sais à quel point la liberté d'expression compte pour moi et à quel point cette histoire en particulier est importante pour moi. Parce que ça implique, tu sais, potentiellement, enfin, pas seulement potentiellement, mais de la pédophilie, de l'inceste, tous ces éléments. Et en tant que mère, l'idée que des gens aussi puissants, que cette histoire puisse être révélée, c'est important. En fait, la vérité compte vraiment, au bout du compte. Mais aussi, tu vois, si je pouvais mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, juste en arrêtant cette conversation, je le ferais. Et il revient avec des conseils très avisés, un peu à la manière de Tucker Carlson, et il dit « Écoute attentivement, tu ne veux absolument pas avoir le sang de chrétien sur la conscience, mais la liberté d'expression est également d'une importance capitale et tu devrais en gros dire que tu continueras jusqu'à ce que... Comme tu le mentionnes, ces négociations importantes ont lieu en ce moment même, et tu accepteras de faire cela. Mais à un moment donné, évidemment, il faut informer les gens, de ce qui s'est passé parce que c'est complètement dingue. Et je dis, c'est en fait une très bonne idée. Je trouve que c'est une position très juste à adopter. Bref, je dors là-dessus. La colère retombe. Je me réveille le lendemain matin, on est le 26 février, et je suis assis sur la chaise de maquillage, et je reçois un autre message qui dit « Garde ton téléphone allumé ». Et je me dis, j'ai vraiment plus envie de parler à ce conseiller. Vraiment pas, nos personnalités ne collent pas du tout. Bref, cet appel vient de Floride. Je décroche, et là, surprise, tu sais, voilà ce qui s'est passé. Je suis en train de négocier ce truc, je négocie entre l'Ukraine et la Russie, et tu n'imaginerais pas combien d'éléments sont impliqués. C'est le président Donald J. Trump. Il m'appelle, fidèle à son style, il entre directement dans le vif du sujet. Il n'y a pas eu de « Salut, comment ça va ?» Il plonge littéralement tout de suite dans le récit de comment tout cela s'est passé. Je suis littéralement en train de... C'est difficile de reprendre mon souffle pour réaliser qu'il y a 4 jours, je terminais une série sur Brigitte Macron, et maintenant, je parle au président des États-Unis. Et le sujet de la conversation, peu importe comment on le prend, c'est le pénis de la femme de Macron. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire, non? Et donc, il plonge tout de suite dans le récit. Il dit, tu sais, je suis en train de négocier ça. Tu n'imagines pas combien de parties sont impliquées, cette personne veut ceci, cette autre veut cela, et oui, tu n'as aucune idée de tout ce que ça implique quand tu essaies de conclure un de ces accords, tu vois? Bref, j'ai Macron. J'aime bien Macron. On parle à la Maison-Blanche, et je le raccompagne à sa voiture. Et, tu vois, il me dit, « Monsieur le Président, puis-je vous parler une seconde ?»
Je lui dis, bien sûr, tu peux me parler de tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il se passe? Il me raconte, il y a les services secrets tout autour d'eux. Il y a des SUV. Ils sont encerclés. Macron veut avoir une petite conversation à part. Et puis Macron lui dit, Monsieur le Président, connaissez-vous Candace Owens? Et je dis, oui. Oui, bien sûr, je connais Candace Owens. Qu'est-ce qu'il se passe? Et puis le président me dit, tu dois être une personne très puissante, Candace. On parle quand même du président de la France qui me prend à part pour parler de ton podcast, tu vois? Et il continue son récit et il me raconte qu'Emmanuel Macron lui demande en face d'arrêter de parler de sa femme. Et l'une des choses que Trump m'a dites, c'est, tu sais, il me dit, tu sais, elle est vieille et ça l'affecte vraiment, vraiment beaucoup. Et j'écoute. Et il est, tu sais, dans un de ses monologues à la Trump, il est très drôle. Et puis il dit, tu sais, je l'ai vue, Candace, et je l'ai vue de près, et elle ressemble à une femme pour moi. J'ai dîné avec elle, au sommet de la Tour Eiffel. Et je lui ai expliqué qu'elle avait eu ce médecin incroyable, spécialisé dans les chirurgies de transidentité ou les procédures de féminisation. Je parle au président des États-Unis de tout ça, les gars. C'est dingue. C'est complètement fou. Mais je me défends, je réponds du tac au tac. Je raconte, j'essaie juste de lui faire comprendre la vérité. Et puis je lui ai expliqué pourquoi je ne me sens pas très à l'aise avec cette demande, parce que c'est ça le plus important. Genre, tu me demandes vraiment, et malgré tes arguments qui sont très solides, que j'arrête de dire la vérité. Et j'ai dit à Trump, et je vais être honnête, qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'un jour, ça finirait dans mon autobiographie, alors il fallait que je dise un truc drôle. Et je lui ai juste dit, vous savez, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, ce n'est pas de ma faute s'il a épousé quelqu'un avec un pénis. Il me dit alors, on est vraiment tout près de conclure ce truc. Il me répète, Macron a été sympa avec moi. Tu sais, il a été très facile à gérer avec nous. C'est quelqu'un de bien. Il veut que je règle ce truc-là. Et il ajoute des trucs à la Art of the Deal. Il commence à me complimenter. Il a dit, Mélania t'adore. Elle dit que tu es tellement belle. Elle pense que tu es vraiment magnifique. J'ai dit, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, pour moi, les compliments ouvrent toutes les portes dans la vie. Et puis je lui dis ce que j'avais déjà accepté dans ma tête. Je dis, écoutez, je suis prêt à faire ça pour une courte paix, évidemment. Je ne veux pas avoir sur la conscience que moins de chrétiens auraient pu mourir à l'Est si je m'étais simplement tué à propos de quelque chose. Mais je lui précise bien que ça va être à court terme et que je m'attends vraiment à ce que dans quelques mois, je puisse en parler. Et c'est à ce moment-là de la conversation que ça devient vraiment intéressant parce qu'il se dit oui et ensuite, et là je vous ajoute ce que j'ai ressenti. D'accord. Il était sur le point de s'engager là-dessus, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un en arrière-plan disait « Non, il faut que cette conversation s'arrête complètement. » Et il ne dit ni non ni oui, mais il dit simplement « Vous savez qu'il a vraiment besoin de travailler avec Macron sur le long terme et qu'ils ont cette longue relation professionnelle. » Et moi, j'ai été très claire, ce n'est pas du long terme pour moi. Genre, si tu es proche de conclure ce deal, signe-le. Allons-y, faisons-le. Et puis à la fin, il propose un peu, il dit « Et peut-être que je pourrais venir dans ton podcast un jour. » Je fais exploser l'audience. C'est tellement trumpien de te lancer des fleurs comme ça. Alors je lui rends la monnaie de sa pièce et je dis, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, apparemment je fais aussi de l'audience, parce que là, vous avez un chef d'État, le président d'un pays qui vous demande de me demander un service, donc... Puis on termine la conversation et je suis complètement sonnée. Je n'arrive pas à croire que ça soit vraiment arrivé. Je vais alors immédiatement raconter tout ça à mon mari et j'écris les détails de la conversation pour ne pas oublier ce qu'on s'était dit. Et bien sûr, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'Emmanuel Macron doit démissionner, tout simplement. D'accord? Parce que si c'est vrai, et je précise, ça ne vient pas de Trump. Il n'a pas dit spécifiquement qu'il bloquait les négociations pour ça, mais il a bien précisé qu'ils avaient parlé toute la journée de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et qu'il essayait juste de faire avancer les choses, et c'est à ce moment-là que Macron l'a pris à part. Donc, j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'information qui venait de cette tierce personne que ce qu'on lui avait dit, c'était qu'il bloquait tout ça, tu vois? Genre, Macron bloque tout ça. La condition ici, pour savoir s'il va accepter ce genre d'accord international, c'est de savoir si Candace Owens arrête de parler de sa femme. Ouais, il faut que tu te retires, d'accord?
parce qu'il n'y a pas de meilleur exemple du manque total de moralité qu'un dirigeant peut avoir que son mari ou sa femme qui le met dans un avion et l'envoie à l'étranger pour faire en sorte que Candace Owens arrête de parler de leur relation. C'est-à-dire, on devrait vraiment tous prendre une grande inspiration ici, prendre du recul et reconnaître qu'il est prêt à laisser couler le sang. Il est prêt à laisser des gens mourir, d'accord? Et le blocage ici, c'est de savoir si Candace Owens arrête de parler du pénis de sa femme. C'est ridicule. Tu n'es pas qualifié pour occuper un poste. Je le pensais déjà avant tout ça, rien qu'en regardant ton parcours. Je sais que tu es un imposteur. Tu sais que tu es un imposteur. Ta femme sait très bien que tu es un imposteur. Mais là, on atteint un niveau où, il faut tout simplement que tu sois destitué. C'est absurde, c'est comme, lançons tout de suite la procédure de destitution. Et dans ma tête, je me disais à Trump, en fait, si tu voulais vraiment négocier, tu aurais pu lui dire, et si j'allais en direct raconter à tous ces journalistes ce que tu viens de dire, si tu ne signes pas ce document? C'est comme ça que j'aurais joué le coup, mais, tu sais, j'étais enceinte de 7 mois. J'aurais été intransigeante. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis quand il s'agit de mettre fin à l'effusion de sang. Mais la deuxième chose que je veux dire ici, c'est qu'avec le temps, j'ai réalisé que tout cela concerne bien plus que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour ça que M. Macron l'a mis dans un avion pour aller parler à Trump en personne de ce sujet, n'est-ce pas? Ils ont fait ça parce qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés parce que, de toute évidence, tout ce que j'ai découvert est vrai. La fiction ne vous pousserait pas à faire ça, d'accord? Tu te dirais, c'est tellement absurde. C'est complètement fou. Enfin, je veux dire, qui va croire ça? La fiction ne te fait pas traverser l'Atlantique pendant 9 heures pour aller demander au président des États-Unis s'il a un moment pour s'écarter hors du champ des caméras et parler de ta femme, n'est-ce pas? On peut maintenant, c'est un fait confirmé, l'écrire sur Wikipédia, Brigitte Macron, René Jean-Michel Trogneux. On peut tout simplement le faire, non? Mais qu'est-ce que j'ai laissé entendre qui les terrifie vraiment? Quel a été le succès de cette série en examinant une toile et en comprenant à quel point ce qui se passe à Paris est profondément sinistre, quoi que ce soit? En regardant non seulement les événements actuels, mais aussi les événements historiques. Je veux dire, on a affiché une carte et montré à quelle fréquence ils étaient impliqués dans ces scandales pédophiles, des trucs absurdes. Mettre le livre de votre, André Gide, un pédéraste avoué, un type qui a ouvertement dit « Oui, j'aime les jeunes garçons » et vous choisissez ce livre pour figurer sur votre portrait officiel en tant que président de la France. Emmanuel Macron a fait ça. Et je pense qu'il y a encore plus. Je pense qu'il y a encore plus dont ils ont peur. Je pense que c'était une personne très puissante, potentiellement quelqu'un d'encore plus puissant que Brigitte, qui a dit à Macron, qui n'est qu'un imposteur total, une marionnette, de monter dans cet avion et de faire cette demande après qu'ils se sont rendus compte que l'envoi de lettres d'avocat n'était pas la meilleure idée. Alors, qu'est-ce que j'ai potentiellement découvert d'autre sur la France? Comment cela se rapporte-t-il aux États-Unis? Voici la réalité. Le plus grand tour que le diable ait jamais joué, c'est de faire croire au monde qu'il n'existait pas, d'accord? Et j'ai ce truc, appelé ça mon défaut toxique. Quand les médias me sortent de mon contexte et racontent ensuite des mensonges invraisemblables sur moi et mes opinions, je ne me décourage jamais. Je deviens juste curieuse. C'est ça, mon défaut toxique. Genre, tu peux essayer de m'offenser, mais moi, ça m'intrigue juste. Surtout quand ils en font vraiment trop, tu vois? Genre, l'Holocauste ce soir, peu importe ce que c'est. Si tu pars vraiment trop loin, genre, femme noire qui se déteste elle-même, je me dis, qu'est-ce que tu caches? Genre, c'est évident que tu caches quelque chose parce que tu réagis beaucoup trop fort à ce qui est probablement, et les auditeurs de cette émission le savent maintenant, juste un simple fait que j'ai exposé. Et je vais t'en donner un exemple. Et je vais t'expliquer en quoi ça concerne la France et l'Amérique. Donc, en fait, à l'époque où j'étais au Daily Wire, j'ai fait un épisode parce que j'étais super intéressée par Sigmund Freud, tu vois? Je me suis rendu compte que ce type était un vrai pervers. Je veux dire, un vrai pervers, quoi. Et j'ai donné des exemples de ses croches, tu vois, des gens qui l'entouraient et qui étaient aussi des pervers, des gens qui avaient abusé de leurs enfants, beaucoup trop de ses amis avaient abusé de leurs enfants. Et la réaction des médias a été de me traiter de folle et de déséquilibrée, et de défendre Sigmund Freud comme s'il n'était pas le type qui écrivait toutes ces théories disant, genre, que les enfants sont sexuels et attirés par leurs parents. Franchement, c'est complètement bizarre.
Genre, ce n'est pas moi qui suis déséquilibrée. C'est lui qui était déséquilibré, clairement. Mais le fait qu'il m'ait traité comme ça m'a rendue encore plus curieuse. Je me dis, pourquoi vous êtes si, genre, pourquoi vous tenez autant à défendre ce type mort et à m'attaquer, moi? Donc, je vais vraiment apprendre qui était Sigmund Freud, d'accord? Alors, je commande un livre et, c'est un livre qui a été écrit par, vous m'avez déjà entendu en parler, David Bacon. Il s'appelle Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Et en gros, ce type, avance dans ce livre, et il parvient ensuite à vérifier ce qui n'était au départ qu'une théorie dans l'édition mise à jour. Il arrive à confirmer que sa théorie était juste, que Sigmund Freud a en fait créé le mouvement psychanalytique, pour diffuser sa religion dans le grand public. En réalité, il pratiquait la Kabbale, et si vous regardez le mouvement psychanalytique à ses débuts, comme il l'analyse très bien, vous reconnaîtrez qu'ils sont en train de rendre la Kabbale accessible au grand public. D'accord? Donc j'apprends des choses sur Sigmund Freud et je tombe sur ce livre, et je ne me contente pas d'apprendre sur Sigmund Freud. J'apprends un PN de l'histoire dont je n'avais jamais entendu parler de toute ma vie. Et cela concerne ce type, Jacob Frank. D'accord? C'est cet homme qui a provoqué un schisme. Et on parle toujours, par exemple, des schismes chrétiens et tout ça, vous voyez. Et en fait, chaque religion a évidemment ses propres schismes. Les sunnites, les chiites. Mais on n'a jamais vraiment entendu parler, ou du moins moi je n'avais jamais entendu parler, de ce grand schisme qui a eu lieu, parmi les personnes de confession juive. Qu'il y a eu ce grand schisme. Et ça parle de ce type qui pensait être le Messie, d'accord? Il s'est lancé dans des choses vraiment perverses. Et je vais juste vous lire ceci, et je vous promets que c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, d'accord? Dans ce chapitre, qui s'intitule « L'épisode le plus franc », je vais vous lire quelques passages. On nous dit que ce type, Jacob Frank, est né en 1726 à Korolovka, aux confins de la Podolie et de la Valachie. On nous dit que son père était, un sabbatéen, qui avait été expulsé de la communauté juive. Donc, pour revenir à cela, cette fracture qui s'est produite, il s'agissait essentiellement de personnes qui pensaient que l'ancienne loi de la Torah avait été accomplie et que de nouveaux messies allaient venir, et l'un de ces messies était ce Jacob Frank. Le texte poursuit. Les récits qui nous sont parvenus indiquent qu'il était ce que nous appellerions aujourd'hui une personnalité psychopathique, une personne sans véritable formation dit sur moi. Dans sa nouvelle doctrine sabbatéenne, il affirmait l'idée de la Sainte Trinité. Il faisait une distinction entre Dieu devenu incarné et il attribuait le rôle de Messie à lui-même. Il est écrit, je cite, « L'idée d'un Dieu à la fois masculin et féminin a donné lieu à des pratiques religieuses sexuelles. La loi, déclara-t-il, était morte. Le joug de l'ancienne Torah avait été brisé. Je vais relire cela. L'idée d'un Dieu masculin-féminin est devenue l'occasion de pratiques religieuses sexuelles. D'accord. Et donc, il organisait ces fêtes sexuelles. Des orgies, en fait. C'est la seule façon de le décrire, où il faisait des choses incroyablement répugnantes. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Il commence ensuite à citer cet historien israélien qui a beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai lu ses livres. Il s'appelle Gershom Scholem. Et il explique que cette religion croyait, je cite, « Le mystique ne recule même pas devant l'idée que, dans un sens supérieur, il existe une racine du mal, même en Dieu. » La doctrine du mal était soutenue par la thèse selon laquelle les étincelles saintes avaient été dispersées. Et il était nécessaire que les hommes se livrent au péché afin de les rassembler à nouveau. L'idée du péché sacré est devenue prédominante. C'est à travers le péché que le salut viendrait. De la grande transgression émergerait un monde dans lequel il n'y aurait plus de péché. Tout cela commence à me rappeler fortement les principes de la Bible de Schofield et toute l'idée de l'enlèvement. Mais bref, il continue. Frank avait déclaré, je cite, « Je suis venu pour débarrasser le monde de toutes les lois et de tous les statuts qui ont existé jusqu'à présent. » Une autre personne expliquant cette façon de penser écrit la conception du Messie comme celui qui doit entrer complètement dans la Kita, le pouvoir démoniaque des écorces, afin qu'il puisse libérer la sainteté qui y est retenue. Et ce faisant, il accomplit le but de l'exil d'Israël et rachète Israël et le monde en même temps. Mais même cela ne suffit pas. Le péché sacré devient un modèle. Les hommes doivent se jeter dans le péché afin d'en arracher les étincelles saintes. Et bientôt, il n'y a plus de péché du tout. Et ensuite, il est question de la façon dont la sexualité, les choses sexuelles, reposent sur ce genre de fêtes sexuelles. Il écrit que la sexualité,
en tant que lieu d'expression de la liberté personnelle, a bien sûr des racines profondes. Dans le Zohar, la métaphore sexuelle est utilisée très librement. La tradition orthodoxe a fortement restreint l'expression sexuelle, peut-être, comme l'ont suggéré certains auteurs. On nous dit que le mouvement est devenu une menace politique violente pour la théocratie orthodoxe et que des mesures et des contre-mesures ont été prises des deux côtés. Les franquistes ont été frappés d'excommunication. Et les franquistes ont répliqué par une attaque contre le Talmud, soutenant qu'il était faux et nuisible. Les franquistes sont même allés jusqu'à accuser le Talmud de rendre obligatoire l'utilisation du sang chrétien, et ils ont témoigné que les Juifs se livraient à des meurtres rituels. Le point culminant de la carrière de Franck est survenu lorsqu'il s'est converti, avec tous ses partisans, au catholicisme dans un grand apparat et avec beaucoup de cérémonial. Les membres de la noblesse polonaise ont agi comme parrains, et les Juifs nouvellement baptisés ont adopté leur nom de famille. Un certain nombre d'entre eux sont ainsi entrés dans la noblesse polonaise. Jacob Frank lui-même eut le roi Auguste III comme parrain et devint catholique en présence de la famille royale et des dignitaires de la cour. En novembre 1759, moins de 100 ans après l'apostasie de Sabbatai Tzvi et moins de 100 ans avant la naissance de Sigmund Freud. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous raconte tout cela. Donc, ça m'intéresse. Quelqu'un qui envisage de devenir catholique, comme c'était mon cas, apprend cela et se dit « Ouah, attendez une seconde, j'ai appris davantage sur Jacob Frank. J'ai réalisé qu'il croyait qu'il fallait pratiquer l'inceste comme un sacrement. Il pensait qu'ils devaient essentiellement continuer à se marier entre eux et qu'ils finiraient par obtenir le pouvoir. Il croyait au culte des militaires. En gros, comme je l'ai dit, en allant plus loin dans le péché, le plus grand péché que l'on pouvait commettre, parce qu'il disait « Je vous entraînerai dans les profondeurs », ce serait cet acte de pédophilie qu'il. Il faisait ses rituels. J'ai appris qu'il est entré dans l'Église catholique, donc je ne vais pas m'arrêter à ce livre. Je dois tout apprendre sur ce titre, non? Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Et plus j'en apprenais sur lui, plus j'étais littéralement stupéfait d'apprendre qu'il pratiquait aussi l'apostasie. Donc, ils croyaient que la façon de vaincre leurs ennemis était de se convertir à leur foi. Si tu voulais abattre le christianisme, tu devais devenir chrétien. Et ensuite, de l'intérieur, tu pouvais détruire l'Église. Pense à ce qu'était le monde, tu vois. Les empires étaient chrétiens à cette époque, et ils faisaient ça. Ses disciples faisaient ça. Ils se sont convertis en masse à plusieurs reprises. On apprend ensuite que Francus s'est converti plus tôt. Dans cet épisode antérieur, il devient musulman. Les Sabbacéens sont devenus musulmans. Mais ils font tous partie de la même famille. Ce qui est dingue. En apprenant plus sur Jacob Frank, j'achète tous ses livres et je me demande, cette secte existe-t-elle encore aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment fini? Parce que soudain, j'en parle dans un podcast et toutes ces organisations se mettent à crier sur moi en disant « C'est une secte marginale. C'est fini. Ça n'existe plus. C'est sans importance. » Ah, mais ils ont menti. Bien sûr qu'ils ont menti car on s'affole, pour rien c'était une secte marginale, c'est fini, pourquoi ça t'intéresse? Genre, pourquoi tu t'en soucies si on parle d'un truc qui est fini? Tu vois? Oh, ça n'a pas d'importance. C'est sans importance. Et laissez-moi vous dire, ce que j'ai découvert tout de suite, c'est que non seulement cette secte n'était pas finie, mais qu'elle était arrivée ici, aux États-Unis. Et en fait, on a un peu, genre, il y a un juge à la Cour suprême qui croyait à tout ça, comme ça. Louis Brandet venait d'une famille de franquistes. Vous voyez, Jacob Frank a eu des relations sexuelles avec sa propre fille. Il croyait à l'inceste. Il croyait à l'élevage. Il fallait constamment avoir plein d'enfants. Et elle est devenue, parce qu'ils essayaient en quelque sorte de renverser. La tradition catholique, ils l'ont transformée en une sorte de mari impie. Je sais, j'ai l'impression de blasphémer rien qu'en disant ça, mais c'est la réalité de ce en quoi ces gens croyaient. Et je vous montre simplement cet article qui dit explicitement que nous savons. Tu peux afficher cet article de Gistor, Skylar, juste pour qu'on puisse le voir ici. Ouais, voici Ava Frank, la première messie juive. Je veux vous montrer cette dernière phrase ici. C'est dingue. Ça nous le dit à la toute fin de ce paragraphe. Voilà, donc on n'a même pas besoin de l'acheter. Voilà, c'est bon. Donc il est écrit, nous savons que le juge de la Cour suprême des États-Unis, Louis Brandt, avait un tel portrait, parlant d'Eva Frank, qui lui avait été offert par sa mère. Descendante d'une lignée éminente de juifs qui continuaient à vénérer Eva Frank.
Et je me suis renseignée, et elle a perpétué l'œuvre de son père. Son père est devenu baron. Jacob Frank est devenu baron, comme le baron Frank, qui possédait un château à Offenbach, en Allemagne, où ces rituels avaient lieu. Et l'une des choses auxquelles il s'intéressait, c'était la chimie, en commençant par exemple par les produits pharmaceutiques, n'est-ce pas? Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis Ava Frank, avant de mourir, a écrit ses lettres rouges et a dit à tous ses fidèles que si vous croyez en ce mouvement franquiste, ce culte franquiste, alors vous devez apostasier à nouveau, c'est-à-dire vous convertir à différentes religions. Des confessions protestantes, des confessions chrétiennes, et vous cacher. On appelait cela les lettres rouges qu'elle envoyait à tous ses fidèles. Eh bien, vous n'allez jamais deviner, amis français qui regardez ceci, parce que partout où je regarde, j'essaie de remonter la piste de ce mouvement frontiste. Où est-il? Ces tentacules sont partout. Ensuite, j'achète un livre de Gershom Shalom, cet historien israélien. Et ce livre s'appelle « Du franquisme au jacobinisme ». Ah, tu veux dire les Jacobins, comme la Révolution française, qui a commencé. Et voilà que j'apprends que l'une des personnes qui a financé ce mouvement de manière très importante, et vous avez peut-être entendu son nom, Junius Frey, c'était son nom français. Parce qu'une partie de ce mouvement, il croyait, encore une fois, à l'apostasie, à l'idée d'endosser un autre personnage. C'est comme du théâtre, deviens quelqu'un d'autre, sois convaincant dans ton rôle, et nous prendrons le contrôle du monde. Junius Frey, en réalité, son vrai nom à la naissance était Moses de Brusca. Il était le cousin de Jacob Frank et il a appris le français, est descendu à Strasbourg et a commencé à financer des gens qui louaient une maison, en fait, et a commencé à financer des personnes, à écrire, à publier sur cette révolution qui devait avoir lieu, à encourager l'esprit révolutionnaire. Peux-tu ouvrir la page Wikipédia de Moses de Brusca, parce que c'est vraiment, vraiment incroyable. Ça te le dit. Moses de Brusca, alias Junius Frey, était écrivain, poète et révolutionnaire. Il s'est converti du judaïsme à la foi catholique. Il a d'abord pris le nom de Franz Thomas Schoenfeld. Donc il a apostasié une première fois, est devenu Franz Thomas Schoenfeld, puis il l'a refait après avoir été élevé à la noblesse. À Vienne, bien que beaucoup d'entre eux étaient à Vienne. Ce livre le montre assez clairement. Puis est devenu Franz Thomas Adler von Schoenfeld. Il devient alors Junius Frey. Vous pouvez le voir. En 1792, au lendemain de la Révolution française, il se rendit à Strasbourg, à Paris, et devint jacobin, changeant à nouveau son nom en Junius Frey, le nouveau nom dérivé de Junius de la famille romaine Juni qui avait nourri le célèbre tueur de Tyran Brutus. Je vous le dis les gars, quand vous commencez à regarder ça et que vous réalisez que ces gens avaient un complot pour écraser les empires, et ils se sont simplement convertis. Et parce que les gens ne savent pas ce qui se passe, alors, ouais, vous êtes dans l'église catholique. Vous allez, c'est quoi ces pédophiles, ces balances pédophiles, ce qui se passe? Génie. Et en même temps, vous vous mariez simplement au sein de votre propre famille. Et ils avaient des disciples fidèles. C'est l'une des choses qui m'a vraiment sidérée, parce qu'on sait que cette culture moderne, hypersexualisée, chaque fois qu'on en parle avec des universitaires, ils disent « Eh bien, ça a commencé en France, non ?» La Révolution française était sexuelle. Et puis j'ai appris ça, et j'ai compris qu'il y a une théologie derrière tout ça, que des gens y croient vraiment. Et le fait que vous n'ayez pas le droit d'en parler sans que des journalistes viennent vous attaquer, ça devrait vous inquiéter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas mort, non? Quelque chose n'est pas mort si on ne peut pas en parler. Sinon, tout le monde s'en ficherait. Comme je l'ai dit, si vous parlez de choses bizarres qui se sont passées dans l'histoire, c'est juste intéressant. Mais là, vous avez tous ces auteurs qui essaient de protéger ce petit goût d'histoire. Et on a appris que ces gens sont devenus très impliqués dans la sphère publique. Ils savaient qu'ils devaient contrôler les maisons d'édition. Ils ont créé la musique. Il y avait tellement d'écrits. Et c'est intéressant de voir que tout cela a fini par arriver jusqu'en Amérique. Lyndon Ben Johnson était, d'ailleurs, vraiment obsédé par quelques trucs bizarres qui se sont passés en Amérique. On devrait probablement en parler dans mon club de lecture parce que je n'ai pas envie de me faire bannir pour avoir abordé ce sujet.
Quelqu'un m'appelle. J'espère que ce n'est pas la Maison Blanche. Non, ce n'est pas ça, tout va bien. Et c'est intéressant. C'est aussi intéressant de constater qu'une grande partie de cette histoire nous est tout simplement cachée. Et quand je pense au fait qu'on fonce tout droit vers cette ère de l'IA, ce qui, à mon avis, est en train de se produire en ce moment, et à tous ces enfants, si nombreux, qui ne savent même pas lire, qui n'ont pas la capacité de concentration nécessaire pour lire, qui posent des questions à l'IA et pensent qu'ils obtiennent de vraies réponses. Je peux très bien imaginer un moment où ils effacent tout ça d'Internet, où les gens ne peuvent plus lire de livres ou n'en ont plus envie, qu'importe importe la raison, et où ils ignorent toute cette histoire. C'est pour ça que j'ai lancé mon club de lecture, parce que j'étais juste stupéfaite de tout ce qui s'est passé et que j'ignorais. Et j'ai réalisé à quel point on donne du pouvoir au système scolaire, au système public, aux maisons d'édition pour nous dire ce qu'on doit savoir. C'est tout. Ah, la Révolution française. Ne regardez pas au-delà de ça. C'est juste, vous voyez, quelques Français un peu coquins. Et voilà ce qui s'est passé. Et puis c'est tout. Non, mais tout, comme mon mari m'a dit quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi de se spécialiser en théologie, genre, pourquoi tu étais autant attiré par la théologie à l'université? Et il m'a répondu, parce que tout est théologie. Tout est une question de foi. La foi, c'est ce qui guide les gens, non? Et tu penses à Sigmund Freud qui transforme sa foi en quelque chose de moderne, non? Te faisant même croire que ce n'est pas une foi, que c'est une psycho. Mouvement analytique. Oh non, ce n'est pas une foi. C'est ce que ce livre explique au moins très clairement, avec beaucoup de preuves. Ouais. Qu'ils pourraient te baptiser dans leur foi, et tu ne t'en rends même pas compte. Et nous apprenons sur ce genre de mélange entre le masculin et le féminin. C'est en ça qu'ils croyaient. Et soudain, on se retrouve avec tous ces psychiatres qui nous disent que non, le transgenrisme, c'est tout à fait réel. Je trouve ça intéressant, au moins intriguant, c'est un sujet dont on peut discuter. C'est intéressant. Très intéressant. Et maintenant, à Paris, on a Brigitte Macron. Et au lieu que les médias s'y intéressent, ils bloquent le sujet. Ils se disent, oh non, c'est une théorie du complot folle. On n'aurait pas pu apporter plus de preuves que quelque chose ne tourne pas rond là-bas. Et ils ne veulent même pas y jeter un œil. Qu'est-ce que ça te dit? Qui détient le pouvoir? Qui sont ces gens qui sont au pouvoir? Je vais te dire une chose. Ce sont des gens qui comprennent la menace que représente le fait que quelqu'un découvre qu'il pourrait s'agir d'une théologie qui opère à ciel ouvert. Et comme je l'ai dit, je crois que c'était à mon club de lecture la semaine dernière, j'ai demandé, est-ce que c'est nous les Moldis? Tu vois, pour reprendre une expression de Harry Potter, est-ce que c'est nous les Moldis? On nous a fait croire qu'on était taqués, non? Et je reviens un peu à ce vieux « nous », collectif. Genre, l'athéisme, comme si tes grands-parents étaient fous de croire au Seigneur. Et oh là là, non, c'est l'ère nouvelle. Tu es le plus intelligent. Tout tourne autour de toi, de ce que tu peux accomplir. Tu es athée. Il n'existe pas d'athée. Il n'existe pas d'athée. Tu crois forcément quelque chose. Et si quelqu'un t'a transformé en maudit, alors ils croient vraiment que Dieu existe, parce qu'ils ont créé toute une doctrine et une philosophie qu'ils suivent, en essayant de nous convaincre que ce sont eux les dieux, non? Qu'ils peuvent transformer la société en ce qu'ils veulent, en nous gardant aveuglés parce qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est un combat spirituel, les eux le savent, et ils se battent pour ton âne, et ils sont en train de gagner. Ouais, c'est plutôt intéressant tout ça. Vraiment intéressant. Bref, je t'ai donné pas mal de choses à réfléchir ici. De toute évidence, partout dans le monde, les gens se réveillent et ils choisissent soit la bonté, soit le mal. Et je vais te dire qu'on a presque l'impression que ces événements sont catalysés. Tu te mets soudainement à voir des gens que tu pensais sincères et honnêtes, et tu te rends compte qu'ils mentent, que ce soit un pasteur, une personnalité politique que tu suis, ou même un journal que tu lis. J'espère que si tu retiens une chose de ce podcast, c'est qu'il faut constamment remettre en question ce que tu écoutes. Et lis ces livres, instruis-toi. Et une fois que tu es instruit, comme je le dis depuis le début de ma carrière, un esprit éduqué ne peut pas être asservi. Et tu commenceras à examiner tes anciennes formes d'asservissement. Et oui, je pourrais en dire beaucoup. Mais je vais garder le reste pour mon club de lecture,
parce qu'on lit beaucoup de ces choses dans mon club de lecture. Et on va garder ça pour là-bas. Au fait, si tu veux rejoindre le club de lecture, canizon.com, je vois qu'ils ont mis une petite annonce. Donc oui, les discussions deviennent assez épicées et on relit vraiment tout ça très lentement. Et c'est à la fois incroyable et terrifiant. Bon, maintenant, avant de passer à vos commentaires, je vais vous dire quelque chose. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Wow, 77 000 d'entre vous regardent en direct. C'est incroyable. Ça doit être un genre de record, ou pas loin. Il y a quelque chose que j'ai oublié d'ajouter. Encore un point. Je veux faire le lien pour vous, juste pour tout mettre sur la table. Est-ce le prénom de la mère de Jacob Frank? Son nom de famille est Herzl, orthographié H-I-R-S-C-H-L. Et j'ai pu relier un point auquel ils sont liés. Theodor Herzl. Et j'ai tout ça dans un dossier quelque part parce que cela a été un long effort pour obtenir des livres. Certains livres ne sont plus imprimés. Et que dirait-on si Theodor Herzl était issu d'une famille franquiste? Je sais qu'il y a des choses très étranges concernant ce qui se passe avec ses filles et la seule communication. C'est très intéressant, surtout après avoir lu ce livre, que Sigmund Freud et Theodor Herzl, ils ne se connaissaient pas vraiment, mais il est clair qu'il s'est passé quelque chose. Et Sigmund Freud lui a envoyé son travail, vous savez, la psychanalyse, si on veut, il lui a envoyé un livre ou une référence, ou quoi que ce soit à propos du mouvement psychanalytique. Et il le lui a envoyé pour l'aider à gérer sa fille. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis on apprend que, comme ses filles, se sont suicidées. Théodore l'a appris. Alors ils ont dit, oh, c'est une vie terrible. Ses filles étaient juste, vous savez, en train de gérer des problèmes mentaux. Et maintenant que je sais ce que je sais sur Sigmund Freud, à savoir qu'il couvrait la pédophilie. Et quand il a appris qu'un certain nombre de femmes avaient été agressées par leurs parents, il les a alors manipulées. C'est pour ça qu'il est célèbre. Il est célèbre pour sa création. Éclairage au gaz. C'est vraiment ça. J'ai des questions sur Theodor Herzl. Je vais juste le dire, et je ne vais pas le présenter comme un fait, mais simplement vous envoyer faire vos propres recherches. Et, ouais, une secte meurtrière. Il croyait, comme tu l'apprends en découvrant ce que croyaient les franquistes, et c'était une secte militaire. Et il disait, j'aime pas ça, je n'aime pas ça. Quand je lis la théologie, ça sonne trop. Un peu comme quand on parle de gens qui croient qu'il faut tuer, genre, si un génocide est en train de se produire, c'est totalement acceptable parce que ça va faire venir le Messie. Quand tu remontes en arrière et que tu vois d'où ça vient, ça devient vite assez terrifiant. D'accord. Donc, je vais dire ça avant de lire certains de vos commentaires. Qui avons-nous en premier? Nous avons Rose, elle écrit « La Maison-Blanche a du culot de s'immiscer dans la liberté d'expression et le journalisme. La vérité est toujours importante, peu importe qui ça blesse. » Ouais. Alors voilà ce que je vais dire. Et je vais essayer d'être assez neutre ici. Si tu es Trump et que tu essaies vraiment de négocier la fin de cette guerre, et que ce type balance ça, et que tu n'es pas quelqu'un qui écoute des podcasts, genre, Trump était très clair au téléphone, il ne savait même pas de quoi il parlait. Il était là. Qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce qui se passe pour que j'ai ce président en face de moi qui te demande d'arrêter de parler de sa femme? Ensuite, il dit, OK, oui, je connais Candace. Je vais l'appeler et juste lui demander d'arrêter de parler de ta femme. C'est tellement ridicule. Je ne comprends pas. Il n'a pas regardé la série. Genre, Trump n'a pas regardé la série à venir sur Rachid. Donc ce n'était pas consciemment un truc du genre. Laisse-moi faire car quelqu'un. C'était plutôt, tu pourrais la fermer un peu pour que je puisse essayer de régler ça? Encore une fois, c'est moi qui essaie d'être indulgent. Je pense vraiment qu'il était animé de bonnes intentions quand il a fait cette demande. Je ne pense pas que les gens autour de lui soient forcément animés par la bonté. Je pense qu'il y avait des personnes plus puissantes qui voulaient que ce podcast s'arrête, et ils pensaient que ce serait une bonne façon d'amener Trump à accepter ça en douceur. Et je pense que c'est beaucoup le cas, d'ailleurs, de ce mandat en particulier, comme s'attaquer à la liberté d'expression sur les campus universitaires. Il y a clairement des gens dans son administration qui seraient ravis d'étouffer la parole aussi, et je dirais que cette administration en particulier le fait pour défendre l'État moderne d'Israël. Et ça ne me va pas. Je me suis exprimé ouvertement contre ça. Mais je ne pense pas que Trump ait été motivé par quelque chose de néfaste. Et j'ai plutôt de bonnes intuitions et je peux envoyer des trucs. Et j'espère que j'ai raison à ce sujet. Je pense que j'ai raison à ce sujet. Jane Roberts écrit « J'ai mis ça dans ma critique Amazon du livre de Poussard. »
J'ai mentionné que je pense que Trump a communiqué avec Candace à propos de son enquête. Tu es clairement au courant parce que les gens dans le chat disaient juste « Elle est encore enceinte », ce qui est vraiment drôle. Dis écrit « Je t'aime, Candace. Je déménage dans ton magnifique état. À partir de demain, s'il te plaît, fais en sorte que les réels sur Macron s'arrêtent. » Leur équipe de relations publiques travaille en heures supplémentaires. Oui, c'est une autre chose qui s'est produite. Donc, depuis cet appel téléphonique avec Trump, j'ai ensuite appris que le cercle d'Emmanuel Macron, alors je ne sais pas si c'était quelqu'un de l'équipe de Brigitte ou de la sienne, ils ont des équipes séparées, communiquaient avec des agences de gestion de crise à Los Angeles. Et on m'a dit que ces agences de gestion de crise, l'une avec laquelle ils travaillaient, m'a donné l'info et m'a raconté ça. Ils essayaient de faire supprimer du contenu sur TikTok parce que TikTok, comme je l'ai appris, a des règles très strictes contre le fait de parler de sujets LGBTQ. Et donc, ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont clairement réussi à faire supprimer toutes nos vidéos. Et depuis mon appel téléphonique avec Trump, on a reçu 3 avertissements d'un coup pendant la nuit sur notre compte. On a donc failli être banni de TikTok. Et ça a été mis en attente pendant 90 jours avant que ces avertissements soient retirés. Encore une fois, c'était des extraits de ma série Becoming Brigitte. Et donc, apparemment, protégés. Ce genre de mode de vie LGBTQ est plus important que la liberté d'expression sur TikTok. Et ils ont clairement abusé de cela. Je parle des MC Crohn qui en ont abusé quand ils ont engagé une agence de relations publiques de crise. Au fait, encore une fois, est-ce que ce que Candace a dit sur sa femme est vrai? Bien sûr que c'est vrai, parce qu'on n'engage pas une équipe de relations publiques de crise basée aux États-Unis pour gérer de la fiction. Je ne le ferai tout simplement pas. Qui ferait ça? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi. Si vous disiez juste, Candace, tu as totalement, je ne peux pas avoir vécu en tant qu'homme pendant 30 ans. Je serais là, ok, publie ton livre, fais ce que tu veux, parce que c'est insensé. Il y a tellement de photos de moi en train de grandir avec ma famille. Et dans chaque texte du lycée, tu sais, dans l'annuaire du lycée et depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. C'est juste n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'ils se comportent. Ils se sentent menacés. Mélissa Delgadillo écrit « Excellent journalisme. J'adore le fait que tu n'aies pas renoncé à nos valeurs et à ce qui est important pour toi. Tu as géré ça incroyablement bien. Merci, merci. J'apprécie vraiment. Et c'était difficile, tu sais. Et je suis vraiment reconnaissante, avant tout, à mon mari, qui est toujours la voix de la raison en toutes circonstances. Mais aussi envers Tucker, parce que je n'ai pas de relation avec Tucker, je lui envoyais juste un texto tous les jours en mode « Qu'est-ce qu'on mange ce midi ?» Et j'avais l'impression que c'était la bonne personne à qui parler. Et je pense qu'il a eu une approche chrétienne très sensée de la situation. Jessica Smith écrit « Hors sujet, mais je viens de regarder sur Undead. C'est quoi ce délire? La majorité ne t'a même pas laissé parler. C'était une attaque en règle. » Oui, tu verras que c'est le cas. À 9 mois de grossesse, j'ai pensé que c'était une super idée d'aller débattre du féminisme avec un féministe radical. Et j'en parlerai demain parce que c'est assez drôle, mais tu as raison. Je crois que les gens sont juste déclenchés quand ils voient ma tête. Ils sont là, attaquez-la. Et donc, ils ne voulaient même pas débattre. Ils voulaient juste balancer des vannes de lycée ou un truc du genre. Quoi qu'il en soit, nous y reviendrons demain. Honnête. Ghosty, Candace dira qu'elle est encore enceinte. Je suis catholique maintenant. Je dis simplement la chose à Dieu. Et il me répond simplement, oui, toujours. Il dit, oui, tu seras à nouveau enceinte. Bref, les amis, si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez aller sur le site canizone.com et nous soutenir de la manière que vous voulez. Le club de lecture vaut vraiment l'investissement. Rejoignez le club de lecture. Il devient vraiment énorme. Ironiquement, ils n'ont pas accepté. Nous avons contacté les éditeurs de ce livre et leur avons dit que nous pouvions vendre ce livre pour eux. Et pour une raison quelconque, ils ne veulent pas le réimprimer. Donc, c'est intéressant. Mais j'ai reçu quelques emails disant que la version PDF de ce livre est disponible, donc vous pouvez le lire sans même avoir à payer. Ce sera notre prochain livre. On est encore en train de lire Hollywood Babylon. Aussi, si vous êtes un nouveau parent et que vous voulez entrer dans la conversation sur les vaccins, c'est-à-dire connaître un peu l'histoire des vaccins, qui est aussi complètement cachée. Et encore une fois que je sais ce que je sais sur Jacob Frank, le baron Frank, comme il vivait à Offenbach, en Allemagne, me met un peu mal à l'aise. Juste les grandes sociétés pharmaceutiques. Je suis à côté de ça. Pour en savoir plus sur l'histoire des vaccins et du contrôle des naissances, inscrivez-vous à la série A Shot in the Dark. C'est disponible sur notre site et vous obtiendrez d'autres contenus gratuits. Donc ça vaut vraiment le coup. Et en plus,
vous me soutenez. Comme je le dis à chaque épisode, évidemment, je ne suis financé par personne au Moyen-Orient. Je suis financé par vous, ceux qui ont cru en moi. Je me lance seul dans cette aventure alors que je subis une attaque en règle. Comme ça a été le cas l'année dernière, simplement parce que je m'intéressais à des sujets et que je voulais en apprendre plus, et qu'on m'a traité d'idiot. J'adore qu'on me traite d'idiot parce que c'est une invitation à devenir plus intelligent. J'aime devenir plus intelligent et ensuite je peux partager ce que j'ai appris. Alors continuez à me traiter de débile. On se retrouve demain, les amis. Voilà pour ce document. Dis-moi en commentaire ce qui te retourne le plus le bide dans toute cette histoire. Mets un like si t'as compris que le terrier du lapin blanc est bien plus profond que tu ne l'imaginais. Et surtout, abonne-toi et active cette foutue cloche. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.